Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité des nouvelles technologies. On a un superbe programme pour cet épisode, on va vous parler des dernières actions en date sur les affaires antitrust qui concernent Apple, Epic Games, Facebook et même Google, mais aussi les derniers efforts en matière de lutte contre l'émission démesurée de carbone, en particulier la Chine qui a annoncé vouloir être neutre en carbone d'ici 2060. Et puis, deux événements importants qui se devaient d'être relayés dans cet épisode. D'une part, le Battery Day avec les dernières annonces d'Elon Musk, le patron grandiloquent de Tesla, et d'une autre part quelques annonces de nouveaux produits d'Amazon et de sa filiale domotique Ring, et en particulier sur la présentation de son service de cloud gaming Luna. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que sont les pouces bleus aux vidéos YouTube, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Voilà, il en faut beaucoup, mais peut-être pas trop finalement. Ouais, mais plus il y en a, mieux c'est quand même. Donc voilà, à défaut de déposer des pouces bleus sur ce podcast, je vous propose de déposer des avis sur Apple Podcasts, comme l'a fait par exemple le petit gamer. Il a dit excellent podcast. Bon ben voilà, merci petit gamer. Et il y a aussi une autre personne qui a déposé un avis Apple Podcast qui s'appelle Please allow me to introduce myself. Bon ben voilà, super pseudo en tout cas. Et qui dit, alors ça fait maintenant plusieurs mois que je suis accro à ce podcast et pourtant je suis tombé initialement sur un épisode parlant de composants détaillés avec des enchaînements de numéros de référence et de capacités techniques, ce qui, malgré mes limites béantes sur le sujet, ne m'a pas rebuté. Entre parenthèses, preuve d'un certain sens de la vulgarisation. Toujours un plaisir d'entendre les deux Guillaume ou leurs invités qui me permettent d'être à jour sur des sujets que par ailleurs je ne suis que de loin. Merci et continuez comme ça. Merci beaucoup à toi. Si jamais vous avez envie vous aussi de dire ce que vous pensez du podcast, déposez un avis sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Et si jamais vous en avez la possibilité, je vous invite évidemment à nous soutenir sur Patreon. Alors j'ai eu quelques remontées Guillaume sur Patreon que je voulais partager. Je pourrais pas tout lire parce que le retour est assez complet, mais quelqu'un qui nous a apporté son témoignage nous disant qu'il travaille pour une entreprise américaine, alors en Europe, dans le domaine de la robotique médicale, et il nous dit que son entreprise a quelques hôpitaux d'État américains comme clients et qu'ils leur sommes considérés comme partenaires du gouvernement américain, et par conséquent ils ont une totale interdiction d'utiliser le moindre matériel Huawei, oui, je vais encore écorcher le nom, et a priori même, les employés n'ont plus le droit de connecter leur appareil mobile Huawei au réseau de l'entreprise, ni même le réseau d'invités, ce qui va quand même assez loin. J'avais pas connaissance du fait que ça pouvait aller jusque là au niveau des interdictions, donc les employés peuvent même pas utiliser leur appareil personnel si c'est un appareil Huawei sur le réseau même invité. Et puis, il nous soulignait aussi un autre point, et il voulait le remonter dans le cadre du Unreal Engine. Nous avons des développeurs qui utilisent leur Mac pour développer des outils d'imagerie 3D. Ce n'est pas du gaming, ils sont aussi impactés par la guéguerre Apple Epic Games. Un autre élément à soulever par rapport à cet élément d'actualité qu'on relaie semaine après semaine. Et puis il voulait conclure aussi son retour en disant, alors il voulait souligner que la chimie des deux Guillaume, je cite, est quelque chose d'unique dans ce podcast. Je m'en suis rendu compte quand il était en vacances et que tu t'es retrouvé entre fanboy. Il dit qu'il l'est aussi un petit peu, donc je prends avec quelque chose de très positif son petit qualificatif de fanboy. Il manquait ce petit côté tranchant que donne un peu plus d'objectivité. Il me disait effectivement que je me comportais un petit peu différemment quand tu étais là et quand tu n'étais pas là. Écoute, en tout cas, ravi de savoir que le podcast te plaît et ravi de savoir que notre petit duo te plaît également. Guillaume, je pense qu'on a fait le tour et qu'on peut inciter aussi les personnes qui le souhaiteraient à nous soutenir sur Patreon si jamais c'est pas déjà fait. Patreon.com/techcafé, ils auront toutes les infos et ils apprendront notamment sur cette page qu'en nous soutenant, ils bénéficient d'un flux privé du podcast garanti pour toujours 100% sans pub et même du chapitrage des émissions. Guillaume, sans autre forme de procès, il est grand temps de relayer les news. On va commencer par plein d'éléments d'actualité. Alors tu as savamment intitulé cette rubrique Quand on veut, on peut. Mais si, encore un effort. On va commencer par relayer le fait que Apple est revenu sur une directive qui était en place, notamment de prélever les frais qui étaient amenés à être prélevés pour les gens lorsqu'ils réservaient des événements sur Facebook. Il faut qu'on remette les éléments dans leur contexte, Guillaume.
Oui, bah c'est un petit suivi de l'affaire 30%, alias un tiers vaut mieux que deux tu l'auras, alors qu'Apple, dans sa grande mansuétude, s'est effectivement décidé à ne plus prélever son écho de 30% sur les événements payants organisés par les petites organisations sur Facebook. Oui, parce que les organisateurs faisaient payer via Facebook, et évidemment Facebook devait faire payer via Apple, donc les 30% retombent aussi sur la tranche des petites boîtes qui rament déjà assez comme Cohérent. ça. Bon, évidemment, alors pour Epic, puisque tout ça, évidemment, c'est toujours un petit peu le même truc, pour Epic, qui vient d'acquérir d'ailleurs Super Awesome. Donc c'est super génial. Alors c'est pour inclure des fonctionnalités de contrôle parental Unreal Engine, puisqu'évidemment ils s'arrêtent pas de leur côté. C'est une acquisition qui est plutôt intéressante d'ailleurs. En fait, tous les cas, bon pour Epic tout n'est pas super génial non plus, puisque la juge Yvonne Gonzalez-Rogers, qui n'a pas été complètement convaincue par ses arguments, considère qu'Epic a pas été assez transparent, voire a fait quelque chose de malhonnête, et il va donc falloir qu'il muscle son dossier pour avoir un procès. Alors le procès il aura lieu en 2021, on s'en doutait, mais là c'est plutôt en juillet 2021 au plus tôt. Donc le feuilleton ne fait vraiment que commencer. Si vous étiez sur iOS et que vous jouiez à Fortnite, c'est tant pis pour vous, il est temps d'acheter un PC ou autre chose, ou une Switch ou je ne sais quoi. Parce que bon voilà, en plus Epic et Spotify ont formé une coalition de 13 boîtes pour l'équité des apps. C'est pas des moindres en plus. Oui, alors on a Epic, Spotify, on retrouve aussi des grands noms comme d'autres grands noms comme Deezer ou Match Group. On a aussi ProtonMail, Basecamp, donc c'est les usual suspects, puisque bon, c'est des noms qui rappellent quelque chose, qui ont tous deux déjà cela eu maille à partir avec Apple sur le même sujet. Et ce groupe est à Washington DC. Et même Tile, qui oui, anticipe probablement aussi, des problèmes avec des tags Apple, mais bon. Ah, peut-être, on va savoir. En tout cas, ce groupe est à Washington DC, donc en clair, c'est un lobby. C'est un lobby qui va avoir du boulot, parce que si Apple est la principale cible, Google est pas très loin derrière. Une prochaine clarification, entre guillemets, de ces guidelines va ainsi insister sur le fait qu'une application de Google Play doit utiliser le service de paiement de Google, sur lequel lui aussi prélève son propre tiers, bien entendu. Alors, voilà, pour un peu, ça serait quand même... C'est presque émouvant, non, de voir Apple et Google, ennemis mortels d'hier, finalement d'accord sur quelque chose. C'est vraiment trop mignon. Allez, faites-vous un bisou. Ils vont probablement se le faire. En tout cas, ils avancent main dans la main là-dessus, et je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire s'ils veulent maintenir leurs ressources sur la base de ce fonctionnement qui pourrait être mis à mal, on le verra. En tout cas, on a eu des infos aussi sur Android 12 qui faciliterait l'utilisation des magasins d'applications tiers. Il faut comprendre les magasins d'applications, par exemple de Samsung ou d'autres d'ailleurs, mais qui seraient pas forcément le Play Store. On verra évidemment de quelle manière ça va se matérialiser, Guillaume. Après, c'est évidemment ce qui différencie, c'est une différence majeure entre Apple et Google, évidemment, c'est que sur Apple, il n'y a qu'un seul store, il est obligatoire, alors que sur Google, évidemment, il y en a toujours, il y en a plusieurs. Évidemment, en Occident, on connaît principalement Google Play, mais en Chine, par exemple, où il n'y a pas le Google Play, il y en a une demi-douzaine. Ouais, effectivement. Qu'il facilite l'usage, il faudra voir dans quelle proportion. Et en tout cas, ce serait... je vous encourage à essayer F-Droid, le store libre sur Android qui permet de télécharger des outils open source. Et voilà, c'est un store alternatif. Tout est gratuit. Il y a pas mal de trucs. C'est assez intéressant. Et alors, quand tu dis tout est gratuit, il y a même pas d'achat in-app possible? Non, mais en fait, c'est que des applis open source. D'accord, ok. Donc open source et gratuite, des belles alternatives au Google Play, où évidemment on paye les 30% à Google comme on le disait. Très bien, alors on va parler aussi un petit peu des plateformes, mais là plus de réseaux sociaux, en l'occurrence de Facebook, qui est dans une période critique, Guillaume. C'est très critique en ce moment, tout est très critique aux États-Unis. C'est bientôt les élections présidentielles américaines. Oui. Et d'ailleurs, devant le Congrès, Tim Kendall, qui a été directeur de la monétisation chez Facebook de 2006 à 2010, mais il n'a pas été très très gentil avec son ancien employeur, parce que heureusement que c'est son ancien employeur d'ailleurs, puisqu'il a évoqué... il le serait de toute façon plus. Je crois que c'est clair et net, puisqu'il a évoqué des méthodes utilisées chez Facebook qui, donc, n'est pas sans rappeler celle des grands cigarettiers. En fait, pour faire de Facebook une drogue, c'est cette analogie qu'il prend, pour rendre Facebook toujours plus addictif, pour toujours créer plus de croissance et d'engagement, au mépris de tout le reste, en fait. Donc les likes, les statuts, les tags, la réputation, tout ça à gérer. C'est un petit peu la nicotine de Facebook, et le menthol, rajouté par l'industrie du tabac comme bronchodilatateur, pour nous faire respirer plus de fumée, ai-je appris, c'est le business de l'indignation, c'est les théories du complot, les infox, le contenu incendiaire qui fait qu'on est toujours plus exposé, on en veut toujours plus. Et pour lui, je cite, « Au mieux, Facebook érode notre compréhension mutuelle, et au pire, il nous amène au bord de la guerre civile. » Bon, ok. Là, vous dites, il exagère un petit peu quand même,
Pourtant, Facebook est en train de, en ce moment même, de considérer pas moins de 70 scénarios post-élection possibles, avec des militaires experts de crise de classe mondiale. Je cite. Alors l'élection est à haut risque, on le sait, quelle qu'en soit l'issue d'ailleurs, et en fait Facebook se prépare à des lendemains chaotiques, où il devrait couper largement dans le contenu posté, voire carrément couper des morceaux du réseau en entier, quoi. Alors bon, même une victoire aux urnes de Biden pourrait faire éclater les groupuscules d'extrême droite, les QAnon, les milices suprémacistes, et Trump pourrait refuser de partir, tout simplement, contester, pinailler, tenter de voler l'élection, un petit peu comme à l'époque Bush et Gore, on se souvient, c'était il y a pas si longtemps que ça. Bon, en gros, ça risque d'être le why, même si une réélection de Trump sera encore bien sûr bien plus catastrophique, mais à plus long terme, tu vois, changement climatique, tension avec la Chine, etc., etc. 2020 pourrait finir en apothéose. Écoute, on le suivra. Deux éléments par rapport à ça. Le premier, c'est relatif à cette espèce de chaos qui pourrait y avoir aux États-Unis. On sort un petit peu de la sphère technologique en parlant de ça, même si évidemment il y a des fondements forts dans les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on le relaye. Je vous invite à écouter le dernier épisode de Trump 2020, le podcast notamment produit par Slate. Où il y a une analyste du fonctionnement des États-Unis qui prend la parole dans chaque épisode et qui là souligne le fait que oui, il pourrait y avoir un tel chaos, ça pourrait aller très très loin, mais elle souligne aussi à quel point aux États-Unis ce type de conflit n'est pas durable et à quel point il pourrait y avoir des soulèvements hyper importants, mais que souvent les Américains tendent à se replier sur leurs activités plus privées et donc ça pourrait ne pas durer, mais elle n'en écarte pas moins les possibilités vraiment fortes de conflit là-bas. On verra ce qui se passera. Autre élément sur lequel je voulais réagir, tu parles spécifiquement de ces fonctionnalités de type like, les petites notifications. On en a déjà parlé, des inventeurs de ces fonctionnalités. Il y a aussi d'ailleurs le relais de ces inventions dans le documentaire qui est dispo sur Netflix, The Social Dilemma, si je dis pas de bêtises, si j'écorche pas le titre. Moi, je suis toujours un petit peu en balance sur ces fonctionnalités. Je me demande toujours dans quelle mesure est-ce que la fonctionnalité première qui est proposée, c'est les usages. Est-ce que c'est vraiment le like pour montrer l'interaction, l'intérêt à un contenu? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est pensé en premier pour les utilisateurs et puis ça continue à les garder captifs sur la plateforme? Ou est-ce que c'est des choses qui sont pensées en premier pour être des rétentions d'utilisateurs dans la plateforme, les garder captifs, les garder attentifs et puis tant mieux s'il y a des usages? Et en fait, quand je me posais cette question, je me suis dit, mais oui, justement, cette analogie avec l'industrie du tabac, elle est hyper intéressante parce que quand ils proposent les menthols, est-ce que c'est pour garder captifs les utilisateurs, pour les rester addicts à la cigarette, ou est-ce que c'est vraiment pour leur proposer un goût en plus? Je pense que l'analogie, elle est faite et que ça mérite pas de se poser plus la question que ça. Je sais pas si t'as un avis, toi, profond sur ce type de fonctionnalité. Est-ce que c'est plutôt pensé en premier utilisateur ou est-ce que c'est pensé en premier pour les plateformes, pour garder captifs les utilisateurs? Ça doit dépendre spécifiquement de chaque fonctionnalité, mais je pense que dans si tu veux, en général, on va dire, moi je pense que globalement, on peut dire que oui, c'est des choses qui ont été réfléchies très en amont par des gens très intelligents et que c'est pas un hasard, si tu veux, s'ils emploient des psychologues du marketing depuis très longtemps pour ce genre de truc. Et donc, je pense qu'ils ont réfléchi ça vraiment de bout en bout pour la majeure partie des fonctionnalités. Ouais, au global, réfléchi pour la plateforme et puis peut-être au cas par cas pour les fonctionnalités peut-être penser individuellement utilisateur. Je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de Marketing Mania sur Fortnite et sur les mécaniques de l'addiction. C'est passionnant et il y a des vrais parallèles à faire. Alors, en tout cas, on était du côté des États-Unis, on était du côté de Facebook et puis tu le disais, tu le mettais un petit peu en avant, les éléments comparatifs qu'il peut y avoir avec la Chine notamment, qui a annoncé, je l'ai dit en intro, vouloir être ni plus ni moins que carbone neutre en 2060. Guillaume, c'est dingue. Ouh là là, oui, parce que la Chine, c'est quand même 11 000 millions de tonnes de CO2 par an. C'est 2 fois et demi les États-Unis. Ce qui n'est pas étonnant, vu que le pays est l'usine du monde et que les USA ont conservé relativement peu d'industrie. Nous, l'Europe des 28, l'Europe à 28, c'est 3 500 millions de tonnes de CO2, et pourtant, réduire ça autour de zéro, c'est déjà un défi assez formidable, que même dans 40 ans, on n'est absolument pas sûr de gagner. Alors c'est sûr que la Chine annonce que c'est son objectif, devenir carbone neutre en 2060, ça peut laisser perplexe. Le fait que le pays est actuellement dans les 150 centrales à charbon en développement ou dans les tuyaux n'arrange rien, parce qu'une centrale à charbon, c'est pas fait pour durer 10 ans, c'est fait pour durer plutôt 60 ans, voire plus.
Cette année, comme un peu partout, la Chine a débloqué 700 milliards pour soutenir l'économie et une petite partie... oui, c'est 7000 milliards, pardon. 7000 milliards. Oui, c'est 7 trillions, donc 7000 milliards pour soutenir l'économie. Et une partie, voilà, pas moins grosse que d'habitude, hein, finalement, est allée dans la construction des centrales à charbon. Bien sûr, je veux pas être mauvaise langue, hein, ces centrales peuvent peut-être remplacer de plus vieilles, comme ça, qui sont même encore pires. Elles pourraient être équipées aussi de systèmes de recapture de CO2. Puis de toute façon, c'est pas pire que les Américains qui en sont à nier même l'existence du problème. Bon, et puis les Chinois, c'est quand même les premiers concernés par la pollution en Chine, grand coup de plan quinquennaux et d'objectifs ambitieux. Il n'est pas impossible que finalement les choses s'améliorent, étant donné que tous les voyants sont au rouge à clignotant même, et que les katas succèdent aux katas. Bon, bah voilà, hein, tous les acteurs font vœu de sobriété, même si ça a parfois l'air d'être des vœux pieux. Hein, on se souvient, Microsoft voulait être carbone neutre en 2030, Amazon en 2040, Facebook et Google en 2030 aussi. Même les investisseurs sont encouragés à se diversifier vers les renouvelables, alors peut-être un peu encouragés par la pire vague d'incendie tout droit venue de l'enfer, hein, qu'ils aient connu et qu'ils connaissent toujours, hein, puisqu'elle est toujours pas terminée d'ailleurs. Hein. La Californie a pris un engagement aussi très très ambitieux, qui est virer tous les véhicules thermiques pour 2035 et devenir carbone neutre en 10 ans plus tard, quoi, en 2045. C'est énorme. Et il faut quand même souligner un truc, je pense, dans cette histoire, c'est que quand on parle de carbone neutre, il n'est pas question de n'émettre zéro carbone. Hein. Il faut bien différencier le carbone zéro et le carbone neutre. Carbone neutre, ça veut dire qu'il va y avoir des compensations, des achats d'éléments qui compensent ces émissions de carbone. Il ne s'agit pas forcément d'être zéro carbone. En tout cas, s'il y a bien un acteur sur lequel, paradoxalement, je peux faire confiance sur ce type d'engagement, allez, je me trompe, je me risque, hein. Je me lance, Guillaume, je dirais que c'est la Chine. Moi, j'ai tendance à me dire que même 2060, c'est long, quoi. D'ici là, je suis à peu près persuadé que, et je suis optimiste, hein, peut-être, que l'ensemble des acteurs émetteurs de carbone se seront positionnés sur ce type d'objectif, et même que 2060, c'est un peu tard. Est-ce que je suis naïf, Guillaume? Non, pas forcément naïf, optimiste sans doute, hein, parce que on pourrait très bien arriver en 2060 et être encore largement pire qu'aujourd'hui. Ben, maintenant... Ouais. Effectivement, c'est pas totalement impossible. Je pense qu'avec beaucoup de moyens et beaucoup de volonté, des choix politiques vraiment forts, on peut éventuellement faire baisser drastiquement les émissions de CO2 de Chine. Et elles sont tellement énormes que ça aurait un impact majeur sur le climat. En réalité, c'est même eux en fait qui ont le levier le plus gros dans cette histoire. Donc, oui, c'est sûr que s'ils se mettent sur ce chemin-là, tant mieux. Après, est-ce qu'ils vont y arriver? Bon, le défi est quand même vraiment excessivement important. Tu disais, bon, l'être carbone neutre, c'est pas possible. Il va y avoir des compensations. Oui et non. C'est-à-dire que, au bout d'un certain moment, les compensations, elles peuvent plus être, enfin, tu peux plus payer pour compenser ou planter des arbres pour compenser, quoi. Quand on est à 11 000 millions de tonnes de CO2 par an, il faut juste réduire de manière vraiment dramatique toutes les émissions, quoi. Il y a quand même un gros boulot à faire. Mais bon, après, écoute, c'est pas possible. Hein. J'espère. L'industrie des voitures thermiques, donc plus spécifiquement en Californie, qui va vivre des jours un petit peu différents peut-être. Je sais pas si on peut s'attarder sur le sujet. Bah c'est énorme. Hein. Il y a quand même 2 millions de voitures par an qui sont vendues en Californie. Hein, et en 2035, elles seraient toutes exclusivement électriques. Donc ça aura un impact sur le marché automobile dans tout le pays, et même à l'international, parce que toutes les marques augmenteraient considérablement leur offre, produisant plus, des voitures qui coûteraient moins cher, et que ce serait une sorte de boom du marché d'électrique. Alors il resterait toujours les autres véhicules, les avions, les bateaux évidemment déjà, puis les voitures qui sont déjà en service, elles resteraient encore sur les routes pendant des années, mais ce sera déjà un tel séisme que ça va inévitablement attirer l'attention de certains lobbies, quoi. Hein. Et alors le secteur automobile... Et bien sûr, Donald Trump feront tout pour empêcher ça. Déjà, Trump cherche à limiter la liberté des États en matière de réglementation environnementale, et la Californie et New York sont déjà devant les tribunaux exactement pour ça. Et puis dernièrement, avec la future nomination d'Amy Barrett à la Cour suprême, nomination, on voit bien que les voies juridiques sont pas à l'abri de la politique non plus. Bon, l'avènement de la voiture électrique est suspendu au résultat de l'élection de novembre, sans doute pas, mais bon, quand même peut-être un petit peu. Ouais, ça peut vraiment nécessairement jouer. Alors justement, c'est parfait. On va initier là notre petite rubrique événementielle. Alors on va tourner autour de 2 événements, comme je l'ai dit en intro. À commencer, on parle de voitures électriques. Ça tombe bien. On va parler de l'événement de Tesla, le Battery Day. Mis en avant par Elon Musk, forcément, à la tête de Tesla, qui nous a annoncé, allez, j'essaie de le dire un petit peu en vrac et en quelques mots, des batteries révolutionnaires qui vont permettre de produire potentiellement des véhicules
moins cher, et notamment avec une cible d'un véhicule à 25 000 dollars. Bon, Elon Musk, c'est pas la première fois qu'il annonce ce tarif un petit peu plancher. Il avait déjà expliqué que sa stratégie, c'était de commencer à commercialiser des véhicules électriques qui donnaient envie, assez cher, pour permettre de produire à grand volume. Bon, là, il réaffirme un peu cette ambition. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu en détail, Guillaume, de cet événement, le Battery Day de Tesla? Oui, parce que c'est quand même vachement intéressant, hein, mine de rien. La semaine dernière, en fait, il y a eu deux trucs. Il y a eu la conférence des actionnaires Tesla et le Battery Day. Donc on a eu pas mal d'infos sur la direction que prend la marque avec ses véhicules, hein, donc l'occasion d'électriser les amateurs. Oui, rassurez-vous, c'est beau. rassurez-vous, j'arrête tout de suite les tournures et le journalistique à 2 balles. Donc C'est bon, dommage. concrètement, il y a eu des annonces hein, donc d'un modèle S Plaid, très haut de gamme, et à l'opposé effectivement d'une voiture à 25 000 $, qui est un prix très contenu, relativement contenu. Alors, le modèle Plaid, c'est le genre supercar, hein, c'est impressionnant, c'est 3 moteurs électriques qui développent 1000 chevaux et qui permettent à la voiture d'atteindre les 100 km/h en 2,1 secondes, 320 km/h de vitesse de pointe, donc c'est assez fort. Quand même, hein, esthétique très racée, ça reste une berline, important. Hein. Bon, c'est juste une berline qui bat des Porsche sur des circuits de course, hein, en l'occurrence le Nürburgring, j'ai toujours du mal avec ce truc. C'était le proto de l'an dernier, hein, qui avait déjà d'ailleurs battu son record, enfin battu la Porsche. Et bon, ce gros plaid hein, devait à l'origine venir faire chauffer les cartes bleues cette année, mais finalement, ça se commande tout de suite en ligne pour une livraison en 2021, fin 2021, pour, allez, le juste prix pour 50 000. 140 000 €. Voilà. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait quand même un budget maison, quand même. Hein. Oui, ça fait un budget maison. Alors, pour la gamme de véhicules, c'est même pas si énorme, en fait. Mais bon, on comprend mieux l'aspect budget hein, du véhicule à 25 000 $. C'est un prix plus doux, qui est plus proche du prix d'une voiture que d'un appartement T4 à Quimper. Et c'est déjà ça. Bon, en fait, le prix moyen d'un véhicule électrique aux États-Unis, c'est 55 600 $ en 2019. Et c'est déjà moins que les 64 300 en 2018. Bon, ok, le faire passer à 25 000, on comprend que ça doit être difficile et que ça mettrait surtout le truc au prix d'une voiture électrique, enfin, une voiture électrique au prix d'un véhicule thermique. Ça, pour le coup, ça changerait tout. Et ça serait possible en faisant des économies d'échelle massives. Et d'ailleurs, si la Californie s'électrise totalement, la demande va être énorme. Alors, pour le moment, on ne sait absolument rien de ce modèle, malheureusement, sauf qu'il est dans les tuyaux, et que pour arriver à écraser les prix à ce point-là, il faut rouler dessus, il faut rouler dessus plusieurs fois, hein, le prix, et il faut aussi réduire les coûts des batteries. Et c'est un élément qui est crucial sur une voiture électrique, évidemment, puis ça peut coûter, le pack batterie peut coûter à lui seul dans les 10 000 $ aujourd'hui. Sans sacrifier l'autonomie qui est si chère aux utilisateurs d'une voiture, enfin aux potentiels utilisateurs d'une voiture électrique. Bien sûr. Alors ça tombe bien, puisque dans la foulée, c'était aussi Battery Day. Et là, c'est beaucoup plus technique, par contre. Alors déjà, désolé. Tesla, et oui, c'est beaucoup plus technique Battery Day, parce que Tesla produit ses batteries maison, il est donc libre de tout choisir. En l'occurrence, Tesla fait des cellules en canette. Alors, en petite canette, pour l'instant, en fait, concrètement, ça a vraiment l'air d'être une grosse pile. C'est la tête d'une grosse pile. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a un sandwich d'électrodes positives et négatives avec un séparateur qui est enroulé et connecté aux bornes plus et moins. Alors, les électrodes s'échangent donc des ions lithium positifs en passant par le séparateur et ça libère des électrons qui circulent entre la borne plus et moins. Et comme avec les piles, hein, on met autant de petites cellules qu'on veut pour avoir la capacité souhaitée. Bon, le but principal, outre que ça prenne pas feu, hein, c'est de stocker le maximum d'énergie par unité de volume. Donc faire des séparateurs plus fins par exemple, mettre moins de packaging, c'est une bonne manière, et aussi faire des piles plus grosses, pour réduire la quantité globale d'emballage, puisque chaque pile a son propre emballage en fait. Donc évidemment, au plus vous avez de piles, au plus vous avez d'emballage. Donc plus les piles sont grosses, moins vous avez de piles, moins vous avez d'emballage. Alors vous pouvez aller voir sur internet la tête de la cellule Tesla 2170, c'est littéralement une grosse pile, un aluminium de 2,1 par 7 cm. C'est ce qui est utilisé dans les modèles 3 par centaines, et dans les modèles S, on avait des piles un petit peu plus petites qui s'appellent les 18650. Pas de panique, hein, c'est les dimensions en fait, hein, c'est 18 par 65 mm. Oui. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe si tu déroules ce qu'il y a dans la pile? Donc tu prends, t'as une espèce de truc enroulé là, tu le déroules, ça fait un bandeau triple couche d'environ 80 cm de long. Donc la couche qui contient les ions, elle est noire et un peu poudreuse, et c'est un alliage de lithium, nickel, cobalt. Bon, rien que de passer à de plus grosses piles, ça permet d'avoir 25% d'énergie par unité de volume en plus, quand c'est le passage à la 2170. Alors vous me direz, écoute, ok, hein, faisons des piles encore plus grosses, hein, des grosses énormes pilasses comme ça. Bon, c'est exactement ce que veut faire Tesla, des grosses pilasses, avec les 46-80. Oui, c'est encore la taille, hein, donc c'est 46 par 80 mm.
Sauf que si on fait ça, ça veut dire enrouler beaucoup plus gros. Le roulé, il doit être évidemment beaucoup plus gros. Donc c'est une distance qui est aussi beaucoup plus grande entre les bornes plus et les bornes moins. Imaginez le sandwich déroulé. Donc il est très long, et vous avez la connexion entre la borne plus en bas, hein, disons qu'elle est en bas, et celle la borne moins en haut. Ben, il y a une sacrée distance entre les deux, au moins 2 fois plus qu'avant. Et cette distance, c'est le chemin que devront emprunter les électrons quand le courant circule. Or, un courant qui circule, ben, ça chauffe. Et les électrons, ils se cognent un peu partout, ils chauffent. Hein, c'est quand il y a 2 fois plus de longueur dans la pile, c'est 2 fois plus de chaleur, et on sait que les batteries et les lithium-ion, il faut faire gaffe à pas trop les énerver, à pas trop les faire chauffer. Et c'est d'autant plus vrai qu'on charge vite, parce qu'on envoie plus de puissance, on pousse les électrons au cul, et ça chauffe d'autant plus. Alors, sans compter que les connexions aux bornes, c'est globalement 2 languettes de métal, et il faut les souder de manière extrêmement précautionneuse. C'est très délicat, et c'est assez cher en termes de fabrication industrielle, hein, puisque le connecteur, cette espèce de petite languette, elle est très très fine, elle a la même épaisseur que du papier d'alu que vous trouvez dans votre cuisine, quoi, à peu près. Donc, voilà l'idée. Visualisez la pile comme enroulée, qu'on déroule, comme un sandwich qui est très très long, comme ça, tout en longueur. Donc au lieu de connecter un point en bas du sandwich et un point en haut, qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, on connectait les bords droits et les bords gauches. Ça, c'est pas mal, hein. D'ailleurs, quand c'est enroulé, ça correspond au haut de la pile et au bas de la pile. Mais attention, il faut que tout le bord gauche soit le moins et tout le bord droit soit le plus. Et la solution n'est pas si simple en fait. Hein. Il a fallu créer des chemins conducteurs à travers tout le sandwich d'un côté à l'autre, hein, par laser en fait. Donc c'est quand même pas évident. Les chemins sont en diagonale et une fois enroulés, ça fait comme une jolie rose, comme une jolie fleur. C'est très très beau. Oh, c'est poétique. N'est-ce pas? Et comme ça, le chemin est 5 fois moins long pour les électrons et ça permet à Tesla de passer de la pile du format pile à la format canette de Red Bull. Et en prime, on n'a plus besoin de languettes. Donc c'est que du bonheur, plus simple à fabriquer, plus léger. Magnifique. Et à la clé, 16% de densité énergétique en plus. Alors ce design, en réalité, il était déjà apparu dans un brevet fin mai. Actuellement, il est en phase de finalisation et il entrera bientôt en production. C'est récent du coup. Ah ben c'est très très intéressant. Et après, il n'y avait même pas que ça d'ailleurs. Hein. Il y avait aussi la chimie des électrodes qui va évoluer. Hein. Par exemple, l'électrode en graphite qui contient les électrons quand la batterie est chargée, elle a une densité qui est assez faible. Elle ne contient pas énormément d'ions lithium, qui contient les ions, pas les électrons, mais qui contient les ions. Donc elle ne contient pas énormément d'ions lithium pour son volume, par rapport à son volume. Et en plus, elle est fragile, elle a tendance à s'user avec les cycles. Donc si on met... en général, ce qu'on fait là, actuellement, c'est qu'on met un peu de silicium pour augmenter la capacité, mais le mieux, ce serait de changer de matériau. Et ça, c'est encore un domaine de recherche actif, en fait. Hein. Et du coup, c'est assez étonnant, parce que Tesla a quand même annoncé une nouvelle anode en nanoparticules de silicium, qui serait piégée dans un polymère, qui permet de rigidifier l'ensemble, en fait, d'en faire un truc, qui associe l'avantage du silicium, qui permet de stocker un max d'ions, sans la fâcheuse tendance du silicium à grossir dans le processus en faisant tout péter. Donc pour le coup, ça pourrait être quand même révolutionnaire, hein, puisque ça donnerait des batteries qui sont plus denses, qui sont moins dangereuses, et à la vie plus longue. Et pour le moment, on n'a pas de produit réel, ça reste encore de la R&D, mais c'est extrêmement prometteur, quoi. Que du plus, en fait. Ben ouais, alors de l'autre côté, il y a aussi l'autre côté de l'électrode. De l'autre électrode, hein, de l'autre côté, il y a celle qui donne les ions lithium, donc l'électrode métallique, là, l'oxyde métallique. J'ai dit tout à l'heure que c'était du lithium, nickel, cobalt. Et ben justement, le cobalt, c'est le plus cher de ces 3 métaux, et Tesla cherche à s'en débarrasser en forçant sur le nickel, avec des produits dopants, et là c'est pas triché, hein. Il peut y aller. La solution 100% nickel serait pour les camions, c'est plus cher, plus efficace. Le reste sera en nickel manganèse, et il y a même d'autres mix, hein, selon les besoins, jusqu'à même le lithium IFR phosphate, qui apparemment est le moins cher, et aussi la densité énergétique la plus faible, mais c'est une option qui est viable pour des voitures électriques un peu low cost, hein, comme les modèles 3S, un peu qui veut envoyer en Chine, qui veut utiliser et qui vont probablement suivre cette voie, quoi. Hein. Bon, alors après, il a évoqué plein d'autres trucs, il a évoqué aussi des simplifications dans les processus de fabrication, bien entendu, dans les usines, et le but final de tout ça, c'est quand même très ambitieux, c'est 1 kWh de batterie, 56% moins cher à fabriquer, et passer allègrement au-dessous des $100 par kWh. Ça serait un progrès majeur. Hein. Une voiture électrique, c'est entre 15 et 75 kWh de batterie, donc dans les 15 pour les toutes petites, et 75 pour les modèles 3 haut de gamme. Bon, pour une petite voiture, ça ferait le pack de la batterie complet à $1 500. Donc c'est quand même vraiment abordable, tu vois, pour le prix par rapport au prix d'une voiture. Pour une Tesla, ça ferait même baisser le prix de plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, quoi. Et en plus, la longévité des batteries Tesla, elle est finalement très bonne, en réalité. Ils annoncent une perte de 10% d'autonomie au bout de 300 000 km.
Actuellement ou avec ce futur? Actuellement, déjà actuellement. Donc une Model 3, énorme, en fait. Ça a autour de 400 bornes d'autonomie. Donc ça veut dire que si tu perds 10% d'autonomie, ça fait 40 bornes en moins. Bon, souvent ça peut se gérer, quoi, hein, tu vois, ça reste gérable. Alors il faudra que tout ça soit confirmé, parce que ça c'est ce qu'ils annoncent, il faudra quand même qu'il y ait évidemment des tests indépendants, mais si c'est le cas, en fait les batteries survivraient à la voiture elle-même. Puisque même à 70% de sa capacité initiale, ce qui représente des centaines de milliers de kilomètres et des centaines de milliers de kilomètres, les cellules peuvent encore être utiles. Et si l'option nano-silicium réussit, on pourra avoir des batteries qui durent des décennies, littéralement. Donc mine de rien, Elon vend encore du rêve, parce que tout ça c'est quand même un petit peu lointain, mais quand même. Et Tesla, c'est autant une boîte qui fait des voitures qu'une boîte qui fait des batteries. En fait, c'est même peut-être plus une boîte qui fait des batteries, et c'est peut-être encore même plus important. Si jamais tout cela est avéré et se concrétise, alors à plus ou moins longue échéance, mais si jamais les plans d'Elon Musk se vérifient, est-ce que tu penses que ça va creuser un fossé entre Tesla et les concurrents? On sait qu'il y a plein de concurrents qui se mettent à faire des véhicules électriques. Il y a même des marques qui sont en train de se réorienter profondément là-dessus. Est-ce que tu penses que ça va créer un fossé supplémentaire, ou est-ce que tu penses que il faut voir plutôt Tesla comme étant un pionnier sur ce type de technologie que les autres vont suivre? Je ne sais pas si on a une possibilité de se dessiner l'avenir de la concurrence du véhicule électrique. Je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. Oh oui, moi je pense que Tesla va prendre une certaine avance, et si tout ça se concrétise bien comme il faut, ça va prendre une certaine avance, mais il n'y a pas de raison que les autres aient des ingénieurs plus cons que Tesla. Je pense que ça va suivre petit à petit, peut-être avec un temps de retard, mais s'il y a un marché vraiment important, il y aura des investissements vraiment importants. Je pense que c'est déjà le cas d'ailleurs, et il n'y a pas de raison de penser que d'autres constructeurs proposent pas des solutions tout à fait respectables, même si elles n'ont pas, dans un premier temps, exactement les mêmes caractéristiques que les véhicules Tesla. On a fait le tour de Tesla, Guillaume, ou il y avait d'autres choses que tu voulais en ce qui me concerne, oui, c'est déjà bien assez. Alors peut-être qu'on peut rajouter un petit élément récent parce qu'on parle de Tesla, autant parler de Nikola, et c'est pas que parce que je pense faire une blague. Pour rappel, le patron de Nikola, cette entreprise là aussi un peu sulfureuse, Trevor Milton, s'est inspiré fortement de Tesla pour créer Nikola, cette marque de camions électriques à hydrogène. Bon, alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas construit un seul camion pour l'instant, et qu'il y a eu même des vidéos, on en avait parlé, qui étaient présentées comme étant celles des camions qui tournaient à l'hydrogène, mais en fait ils étaient simplement tractés, voire ils descendaient tout seuls dans une pente. Donc c'est une énorme, ça s'apparenterait être une énorme fraude finalement, cette histoire de Nikola, avec une participation là de General Motors plus récente. En tout cas, Trevor Milton démissionne. Il souhaite se défendre de ces accusations, mais pour le coup il laisse un petit peu l'entreprise dans une nouvelle situation qu'il va falloir suivre. Et puis un petit mot aussi, pendant qu'on parle des acteurs comme ça qui essayent de révolutionner l'univers de la mobilité, juste pour mentionner qu'Airbus a présenté des projets d'avions notamment à propulser à l'hydrogène. Donc j'ai du mal à me rendre compte dans quelle mesure est-ce que ça peut être viable à 2035, qui est la cible d'Airbus, pour avoir des avions qui volent à l'hydrogène. Ça veut pas dire que tous les avions en 2035 voleront à l'hydrogène, mais ça veut dire qu'il y en aurait qui voleraient à l'hydrogène d'ici 2035. 3 types d'appareils, dont un qui est assez futuriste, là en forme d'aile. Je vous laisserai la regarder, l'article dans les notes de l'émission. Tu penses que c'est viable, toi, Guillaume, d'avoir des avions qui soient propulsés à l'hydrogène, d'ici seulement 15 ans? Ça me paraît fou, moi, mais s'il l'annonce... Il y a déjà des aéronefs à base d'hydrogène qui ont volé il y a longtemps de ça, et ça marchait bien, jusqu'à tant qu'ils faisaient pas des petites étincelles. Non mais bon, trêve de plaisanterie évidemment c'est pas un Zeppelin, ça marche pas pareil, mais bon, globalement, je pense que l'hydrogène c'est une voie qui est intéressante aussi, effectivement. Le problème de l'hydrogène, c'est, outre les petits problèmes de sécurité qu'il peut y avoir, mais qui sont de mieux en mieux gérés, je pense, c'est la source d'hydrogène, quoi, c'est toujours la même chose. L'hydrogène, il faut des sources d'hydrogène qui soient aussi propres que possible, évidemment. Mais sinon, oui, l'hydrogène, c'est une voie qui est très intéressante aussi, et qui peut être utilisée pour les voitures, d'ailleurs, et qui est utilisée pour les voitures, en fait. Il faut une filière hydrogène, en fait. Il faut une filière pour créer de l'hydrogène en grande quantité et propre. C'est ça le principal souci.
C'est un vrai challenge qui se résoudra pas dans les années à venir, mais probablement plus à très long terme. Alors, autre événement qu'il fallait suivre de très près pour l'actualité tech. Alors, on est quand même moins dans des grands bouleversements de société en voulant remplacer le pétrole par les batteries, mais quand même Amazon qui a présenté plusieurs choses plutôt sympas qu'on peut souligner, Guillaume. Ben ouais, la semaine dernière, il y avait aussi un événement Amazon, hein, avec de grosses annonces. Mais bon, on va garder le meilleur pour la fin. Alors, disons... Oui, forcément. En plus, ça va nous servir de transition. La vie est bien faite. Alors, disons déjà qu'Alexa devient plus intelligente, enfin, disons qu'elle devient moins lourde. Elle sera capable d'interagir avec 2 personnes simultanément sans les confondre. C'est important quand même. Elle aura un mode bilingue pour les foyers où on parle plusieurs langues. Elle pourra changer de ton. Elle pourra aussi donc adapter ce ton au contexte. Elle aura un détecteur de frustration, c'est-à-dire s'excuser quand elle comprend pas ce qu'on lui dit, en gros. Et surtout, elle sera plus conversationnelle. On pourra avoir un échange sans dire Alexa à chaque fois, donc le mot-clé, hein, Alexa, je veux dire, et elle pourra poser des questions pour préciser un truc qu'elle comprend pas. Bon, plus intéressant, pour moi, de mon point de vue, Alexa s'emballe maintenant dans un Amazon Echo en forme de bouboule à $99, qui est plutôt marrant, et qui renferme un nouveau composant qui s'appelle le AZ1. C'est une puce qui est faite en collaboration avec Mediatek et qui accélère la reconnaissance vocale. Et tous les nouveaux Echo Dot, Show, Dot with Clock, machin truc, l'auront, hein, d'ailleurs. Et c'est important parce que une partie du traitement de la voix, en gros la transcription en texte, hein, se fait du coup à la volée localement. Il n'y a que le résultat, qui est beaucoup plus léger, hein, qui sera envoyé dans le cloud. Donc il y a beaucoup moins d'allers-retours. C'est la clé d'une conversation plus rapide, évidemment, et plus naturelle du coup. Alors attention, Alexa n'est pas plus qu'avant dans la boule. Le NZ1 ne fait qu'une toute petite partie du boulot, hein. Mais c'est important, et c'est une tendance nette, hein, de déporter une partie du traitement d'intelligence artificielle on the edge, comme on dit, c'est-à-dire sur les bords de quoi? Des bords du nuage. Bon, je sais, les nuages n'ont pas de bords, ou bien s'ils ont des bords, je sais pas. Où est le bord du nuage? Si. Alors, voilà. On n'a qu'à visualiser ça avec des bords de nuage. C'est une question métaphysique, ça, où sont les bords du nuage. Là, c'est plus simplement ce qui peut être fait localement, en fait, hein, sur les appareils, et pas sur les serveurs cloud. Les échanges de données sont limités, évidemment, et ce qui est toujours bon pour la vie privée aussi. Et si on considère que le nombre d'objets connectés va croître exponentiellement, le cloud ne pourra pas suivre, et donc il va y avoir un recours de plus en plus massif au calcul local, finalement, au moins d'une partie du traitement. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en parlant d'Internet of Things, donc, hein, les IoT, là, comme on les écrit souvent, Amazon va déployer en fin d'année un truc assez énorme, dont on ne parle pas si souvent que ça, c'est Sidewalk. C'est le réseau Internet des objets d'Amazon. Et c'est très intéressant parce que c'est très important pour la boîte aussi, je pense, ce truc, c'est que c'est un réseau mesh un peu et bas débit qui s'appuie virtuellement sur tous les appareils de la marque et sur ton Wi-Fi à toi. Alors le principe, c'est que tu crées un réseau maillé pour que, par exemple, un capteur situé loin du Wi-Fi, donc un peu isolé, je sais pas, dans un parking par exemple, hein, il communique avec un pont Sidewalk via Bluetooth, Low Energy, ou sur la fréquence radio de 900 MHz. Et le pont Sidewalk va ensuite router le trafic où il peut. Donc en général, le plus simple via le Wi-Fi auquel il est connecté, hein, chez toi. Donc le pont Sidewalk, c'est virtuellement tous les produits Ring, Dot et compagnie, et Amazon travaille là-dessus depuis des années. Puisque là, en fait, il suffira qu'ils appuient sur un bouton globalement, et les trucs pas récents, hein, les trucs que vous avez déjà, seront compatibles Sidewalk. Alors la bande de 900 MHz, elle est intéressante parce qu'elle permet une portée qui est de l'ordre du kilomètre. Donc admettons que vous vouliez mettre un capteur dans ton jardin, c'est un peu loin de la borne Wi-Fi, capte pas bien, capte pas du tout. Le capteur il va communiquer en 900 MHz avec un appareil qui fait pont Sidewalk chez toi ou pas. Si le Echo Dot de ton voisin c'est un meilleur récepteur, c'est lui qui sera utilisé, et c'est donc via le Wi-Fi de ton voisin que transiteront tes données. Alors évidemment, tout ça est chiffré sur 3 niveaux, les identifiants sont tournants, et intercepter un paquet au hasard te donnera rien puisque c'est chiffré, et en plus on ne sait même pas de qui ça vient. Bon, Sidewalk est prévu pour en échanger en plus que de faibles volumes de données, hein, c'est pour des petits capteurs, des trucs comme ça, donc c'est quelques kilo-octets typiquement, et ta contribution Wi-Fi au réseau Sidewalk, donc puisque chacun va contribuer au réseau Sidewalk, en fait, hein, tous les réseaux Wi-Fi de tous les particuliers qui ont des trucs Amazon vont contribuer à Sidewalk, elle sera limitée à 500 mégaoctets par personne, et par routeur, et par mois, dans tous les cas, donc c'est... Bon, aujourd'hui 500 mégaoctets c'est rien du tout, hein. Enfin la plupart du temps, sauf si vous avez vraiment une très faible connexion, mais en général c'est rien du tout. Et donc ce qui est fort, c'est qu'Amazon, dès le déploiement, va permettre une couverture immense pour les objets connectés.
très largement plus loin que le Wi-Fi, en fait, puisque c'est des bulles d'1 kilomètre à chaque fois. Donc si chaque pont peut couvrir 1 kilomètre, imagine ce que ça donne avec le nombre d'appareils Amazon qui est en service aux États-Unis. Donc c'est un très gros coup parce que Sidewalk, c'est un protocole Internet des objets propriétaires qui rend les appareils compatibles avec lui plus souples à utiliser. Et ça, c'est un souci pour les concurrents, je pense, pour Google et Apple, qui sont aussi évidemment, qui veulent s'imposer sur le secteur aussi. Et c'est doublement fort parce que personne ne peut lire tes données, les données échangées via Sidewalk, tout ça, c'est protégé, toute personne sauf Amazon, qui est bien parti pour démultiplier encore les données qu'il veut agréger sur toi. Et alors bon, si il va vous donner agrégées sur toi, puisque avec plein de nouveaux trucs, dont une nouvelle caméra intéressante, n'est-ce pas? Alors celle-ci, il faut absolument qu'on en parle, qu'on prenne le temps de s'attarder, parce que c'est l'objet peut-être le plus remarquable de cette actu de ces derniers jours. Et en fait, la présentation est très très simple, tellement simple qu'on se demande pourquoi est-ce que ça n'a pas été inventé avant. Il suffit que vous preniez une caméra de surveillance, vous en faites un drone, vous la mettez à l'intérieur de la maison et tada! Oui, ça fait sensation, c'est Ring, donc... Alors, c'est le Always Home Cam. C'est une caméra, effectivement, à laquelle tu peux accéder par Internet, comme à peu près toutes les caméras de surveillance à 25 balles que tu trouves un peu partout, sauf qu'elle vole. Et oui, c'est un drone, ni plus ni moins. Alors, il peut se déplacer dans la maison, mais c'est sur un trajet fixe, avec une cartographie de l'endroit qui aura été faite au préalable, et qui vous permet d'aller voir un petit peu dans toutes les pièces. Ça coûte $250, il y a un dock, pour venir se recharger quand il est fatigué, ce qui doit arriver d'ailleurs toutes les 5 minutes, et il a des capteurs pour détecter les obstacles, et bien sûr, les hélices sont protégées aussi pour éviter de péter des trucs ou de couper le nez à ton chien. Évidemment, ça interagit avec toute la gamme Ring, avec les alarmes de marque Ring. Bon, moi, j'avoue que je suis très partagé. Alors d'un côté, évidemment, je trouve ça cool, très science-fiction, c'est... Même si on peut pas le piloter à distance, je lui ai demandé d'aller dans la cuisine, aller à la chambre, etc. Bon voilà, c'est vrai que c'est quand même super marrant, quoi. C'est incroyablement high-tech. En plus, tu vois quand la caméra filme ou pas, parce que là t'as pas de doute, puisque quand elle filme, elle fait beaucoup de bruit, beaucoup de vent. Elle fait le bruit d'un moustique géant préhistorique, donc forcément, si tu veux, il y a pas de problème. Tu sais qu'elle filme. De l'autre côté, bon, clairement, j'y vois un délire qui cherche à résoudre un problème qu'on n'a pas et qui le fait en augmentant énormément le prix et le risque de problème. Parce que je suis allé voir sur Amazon, évidemment, where else, j'ai trouvé des caméras Wi-Fi à 20 balles. Donc tu peux t'acheter plus de 10 caméras avec le prix du drone, et ça c'est des caméras qui filment en permanence. Ce qui fait que tu as plus de chances de choper une image du cambrioleur qu'avec un drone qui doit être révélé par l'alarme, qui doit décoller et qui doit aller sur les lieux. En plus, une caméra Wi-Fi, c'est simple, c'est increvable. Un drone, c'est fragile, ça aime pas les courants d'air. Je sais pas, imagine que tu laisses une fenêtre ouverte chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Il prend le mur. Bon, ça a une batterie qu'il va falloir changer régulièrement. Évidemment, c'est uniquement envisageable en intérieur. Imagine ton mini-drone en hiver avec la pluie, le vent. Bon, non, c'est forcément qu'à l'intérieur. Bon, c'est une innovation qui a l'air hyper cool, qui, pour l'instant, c'est un proto, puisque c'est écrit un tout petit, mais le produit n'existe pas encore, c'est un proto qu'on voit dans le truc, c'est une reconstruction. Donc c'est un produit qui est globalement hyper cool et complètement inutile, parce que je vois pas très bien pourquoi ça serait à ce point supérieur à 2 ou 3 caméras bien placées, en tout cas dans 99% des cas, quoi. C'est rigolo parce que cet objet, il soulève beaucoup les réactions sur les réseaux sociaux, et puis on peut pas rester indifférent à ce type de proposition parce qu'il y a quelque chose de très Black Mirroresque, encore une fois, peut-être, ou de très futuriste, c'est très science-fiction. Moi, ce qui m'a fait énormément rire, Guillaume, c'est un article de The Verge. C'est une petite page où il liste toutes les questions que soulève cet objet. Évidemment, pas mal sont à vocation plutôt humoristique, mais il y a une question très très simple, c'est en gros, si jamais tu es un cambrioleur, que tu rentres dans une maison où il y a ce drone qui te filme, si tu portes un masque, finalement, c'est quoi le problème en fait? Et j'imagine qu'une bonne batte de baseball bien placée pourrait clairement résoudre le problème pour le cambrioleur. Donc oui, effectivement, je te rejoins dans la conclusion qu'il vaut peut-être mieux acheter 10 caméras, et c'est gros, 10 caméras qui couvriront tout ton intérieur, qui seront autrement plus fiables et plus efficaces que le drone. Non, mais voilà, ça méritait le buzz de la semaine. Une petite caméra Wi-Fi, à la limite tu peux la cacher un petit peu, la faire discretos, que le mec il le voit pas tout de suite. Là le drone il peut pas le rater, Ouais, non, c'est clair. Oh, puis ça soulève tellement de questions. Effectivement, t'as raison. Si tu déplaces les meubles, si jamais t'as un étage, qu'est-ce qui se passe? Si jamais t'as des animaux de compagnie, boudiou. Bon, écoute, on a fait le tour de ce drone caméra de surveillance what the fuck de la semaine.
Ring qui s'arrête pas là, qui propose aussi une alarme pour voiture. Donc c'est un dispositif qui se branche sur la prise ODB2 si je dis pas de bêtises, et donc c'est la prise qui est dispo maintenant sur à peu près tous les véhicules qui sont vendus depuis pas mal d'années et qui voilà sert d'alarme. Ça peut être intéressant pour équiper des véhicules qui auraient pas eu des options foncièrement hyper avancées là-dessus. Maintenant, est-ce que si jamais c'est des véhicules qui n'ont pas ces options, ça mérite de mettre beaucoup d'argent dans de la surveillance? Bon, a priori le produit est pas très très cher, donc ça mérite, en tout cas ça m'a l'air d'être une proposition peut-être un peu plus pragmatique que le drone. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas on va effectivement très très vite switcher sur le clou du spectacle de ces annonces Amazon. Probablement ce qui va nous faire le plus vibrer dans nos petits cœurs, Guillaume, c'est la présentation de la solution cloud gaming par Amazon. Oui, bah vous l'attendiez tous depuis le début de la rubrique, c'est maintenant, Amazon a dévoilé Luna, son service de cloud gaming à lui. C'est mignon. C'est mignon, voilà, bah oui, un secteur qui commence à être assez encombré en fait, entre Stadia, GeForce Now, Shadow, xCloud, les vagues tentatives de Sony, ben voilà, désormais Amazon est là aussi. Il y aura des morts. Oh oui, oui, comme, alors évidemment, Amazon comme Google ou Microsoft, c'est un poids lourd des services cloud, alors pourquoi pas. Pourquoi se priver d'ailleurs? Voilà, Luna, c'est pour l'instant uniquement aux États-Unis, ça fonctionne sur un service de chaîne qui est assez intéressant comme à la télévision. Il y a la chaîne de base Luna Plus, qui est à $6 par mois, qui donne accès à un catalogue de 50 jeux, bientôt 100, sans aucun frais supplémentaire. Et puis on a de tout, d'ailleurs là-dessus sur cette chaîne, on a de Tacoma à Rez, en passant par Control, Resident Evil 7, Rime, Overcooked. Mais le principe, c'est qu'il y aura d'autres chaînes. Et Ubisoft, qui mange vraiment à tous les râteliers, sera la prochaine grosse chaîne avec un paquet de gros titres. Voilà, Valhalla, Far Cry 6, Immortal, etc. Bon, finalement, je soupçonne, très finement, je soupçonne qu'il n'y aura pas de chaîne Bethesda. Mais bon, $6, c'est le prix de lancement, donc ce sera plus cher in fine, donc espérez pas moins de 10 balles à mon avis. Pour Luna+, bien entendu. Et Luna, c'est quoi? C'est du 1080 par 60, plus tard du 4K, si vous avez la connexion qui va bien. Luna se joue sur tout, sur PC, sur Mac, sur Fire TV, sur Fire Tablet, iOS, plus tard, Android, oui, Android plus tard. Bon, de la façon qui joue sur Android, je vous le demande. Bon, j'ai bien dit iOS, mais ne vous y trompez pas, il ne s'agira pas d'une application native, mais d'une progressive web app, ce qui lui permet de faire, ce qui permet à Amazon de faire 100% d'un gros doigt au 30% d'Apple, c'est toujours sympa. Donc surtout, Luna se joue avec le pad Luna, qui est un Amazon Echo avec des boutons, tout simplement, puisque le truc se connectera directement au jeu dans le cloud, et il permettra aussi de dire Alexa, lance Sonic, et basta, voilà. Et hop, Sonic se lance, etc. Bon. Cloud gaming oblige, un jeu peut être commencé sur Fire TV, gelé et repris exactement au même endroit sur un Mac. Et comme Amazon possède Twitch, il suffira d'un signe pour jouer au jeu sur son streamer, au jeu de son streamer favori. Vous regardez un stream sur Twitch, hop, vous pouvez switcher directement, la même promesse que Stadia faisait, évidemment. Alors, côté technique, c'est quand même intéressant de se pencher dessus. Luna, c'est des instances AWS standard G4 avec des Xeon Cascade Lake 18 cœurs et des cartes graphiques Nvidia T4. En gros, ça veut dire les Tesla de génération Turing, qui sont proches d'une 2080, mais qui supportent la virtualisation. Ce qui est important, c'est que ces instances tournent sous Windows. Donc, en gros, ce sont les versions standards des jeux. C'est des gros PC, en fait, tout simplement. Donc, ce qui, pour les développeurs, est une promesse de simplicité de portage. Exactement. Finalement. Pas besoin de convertir un jeu pour Luna, comme c'est le cas pour Stadia. Donc, Stadia, c'est des serveurs Linux Vulkan. Et donc, si ton jeu il est Windows DirectX, c'est la merde. Voilà, il faut un travail significatif pour faire tourner ça sur Stadia, mais pas sur Luna. Donc, Luna, c'est quand même pas mal. Alors, du coup, Stadia, parlons-en encore un petit peu de Stadia, pendant qu'il est encore temps. Parce que c'est maintenant que jamais le changement là, parce que de xCloud à Shadow, c'est quand même l'offre la plus nulle. Le système de tarification au titre comme ça, où il faut acheter chaque titre, c'est pas séduisant pour C'est vrai que c'est tout pourri. Le catalogue c'est off, mais honnêtement, c'est pas Sekiro ou Hitman. Et la petite poussée de jeux indé, que le Stadia Maker va faire cet automne, cet hiver là, qui va changer quoi que ce soit. Stadia est à la masse, il est pris en tenaille entre Luna, qui a de gros moyens, et un Game Pass qui écrase absolument tout sur son passage. Donc à moins de basculer très vite sur un système de forfait comme les autres, Stadia passera pas en 2021, je vois pas très bien quelle est la pertinence de Stadia aujourd'hui. Et on verra alors, si c'est le cas, on verra Google, Microsoft et Amazon s'en envoyer plein la gueule à coups de milliards de dollars. Ça va être un beau spectacle, un petit peu comme un combat de catch à 3, où il y aurait que des Dwayne Johnson, tu sais, que des ennemis, c'est un monstre. Bon, je crains que Google rentre pas sur le ring, en fait. Bon, pour les deux autres, je pense que Luna pourrait bien fonctionner, en fait. Parce que déjà, c'est Amazon, il y a rien de solide, il y a des gros serveurs, il y a des gros moyens. Luna, on vient de le dire, est facile à utiliser. Et ensuite, je pense que le système de chaîne est intéressant.
C'est évolutif, autant pour le catalogue, puisque la porte est ouverte à tous les éditeurs, hein, que pour l'utilisateur qui, même si c'est pas simultanément, peut, en modulant son abonnement, avoir accès à potentiellement encore plus de jeux que dans le Game Pass. Si Amazon se fait plein de copains, bien sûr. Hein. Donc Luna est, ça me semble être un adversaire, ouais, en tout cas de taille pour xCloud. Donc voilà, l'âge d'or des forfaits de jeux vidéo pas chers arrive. Profitez-en bien, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tu penses qu'il y aura une courbe après qui va faire remonter le prix des abonnements comme ça ou... Parce que là, spontanément, on a quand même l'impression que tout va être très accessible pendant quelques temps. Le PC Game Pass, il est passé de 5 à 10 balles et le Game Pass... de toute façon, aucune de ces offres n'est rentable. Hein. Donc il faudra attendre une masse critique, et même avec une masse critique, on l'a vu avec Netflix, on n'est pas du tout à l'abri d'une montée de prix. Donc à mon avis, ça va. Alors déjà, ils le disent, hein, $6 c'est l'offre de lancement, donc ça restera pas comme ça. Mais même pour le Game Pass, moi je m'attends pas forcément à ce que le Game Pass il reste perpétuellement à 13€. Hein. Oui, mais par contre, on est quand même d'accord que, par rapport au prix auquel on paye les jeux neufs aujourd'hui, il y a quand même un gouffre incroyable qui sera acquis définitivement dans le monde du service. Non Alors, sans doute. Mais bon, quand même, il y a ceux qui ont profité du PC Game Pass à 5€ et les autres. Ouais. Moi, il y a un truc je voulais juste souligner ma petite expérience personnelle sur le sujet, puisque je me posais la question un peu de ces plateformes vraiment à titre individuel. J'étais intéressé par Stadia, et puis j'étais même séduit par les témoignages de Pierre-Olivier Dimman à ce sujet. Et force est de constater que c'est un élément qui m'aurait pu faire penser que un Stadia aurait pu durer, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme moi, n'a pas forcément envie de faire des dizaines de jeux, sauf que ces gens-là, les Guillaume de ce type, est-ce qu'il y en a tant que ça, et est-ce que ça drive le gros du trafic qu'il peut y avoir pour la consommation de jeux vidéo? Je ne pense pas. Donc évidemment, je m'inscris dans ton analyse, Guillaume. C'est parfait, ça nous laisse l'opportunité rêvée pour enchaîner vraiment dans une rubrique 100% jeux vidéo, Guillaume. Oui, Michel Ancel, on parle beaucoup de Michel, on parlait beaucoup de Michel Ancel cette semaine, hein, c'est une des stars du jeu vidéo français, c'est le papa de Rayman. C'est aussi celui de Beyond Good and Evil, mais évidemment, hein, ce qui restera dans les siècles à venir, son chef-d'œuvre, hein, son magnum opus, pour dire la même chose, mais en latin, c'est bien entendu Les Lapins Crétins. Bon. C'est vrai, ça. Oui. Michel Ancel... Oh, tu fais ça pas mal. Je me risquerai pas à imiter un lapin crétin, mais je l'ai fait très bien aussi. Michel Ancel, comme Philippe Ulrich et comme Eric Chahi, hein, c'est la French Touch façon jeu vidéo, hein, même si Ancel est né à Monaco, ce qui fait lui un immigré. Mais il la retourne. Donc, parce que Michel part à la retraite. Et la retraite à 48 ans, c'est la meilleure retraite. Il arrête carrément le jeu vidéo, il va s'occuper des animaux, apparemment. Bon. Et il était une des personnalités les plus en vue et les plus puissantes d'Ubisoft. Il était depuis 2010, il me semble, hein, au travail sur Beyond Good and Evil 2. Et on a vu des images en 2017 d'ailleurs de ce jeu, et puis depuis, que dalle, c'est un jeu qui cuit à feu très très doux, qui cuit même peut-être à l'étouffer, selon une enquête de Libération, hein, qui continue de mettre à jour un petit peu les pratiques managériales très discutables chez Ubisoft. Alors selon des révélations relayées par Numérama, Ancel était encore bien plus gonflant que la levure éponyme. La raison pour laquelle Beyond Good and Evil 2 était en dev depuis 10 ans, en fait, c'est lui. C'est sûr que quand on change d'avis tous les 6 mois et qu'il faut tout reprendre à zéro, c'est un peu lourdingue. Il paraît que la ville principale aurait été refaite 4 à 5 fois. C'est vrai que jeter à la poubelle des mois de travail, c'était monnaie courante. Et Michel aurait été d'un abord tellement sympathique que l'organisation du studio de Montpellier serait pensée pour éviter au maximum que le personnel soit en interaction avec lui. Bon, une enquête interne, en fait, il y a une enquête interne sur lui qui était apparemment en cours. Donc, le timing de son départ est, disons, opportun. Bon, voilà, Ancel s'en va et apparemment, écoute, tout le monde respire. On continue avec Bethesda, Guillaume. Oui, un petit segment Xbox. Écoute, l'effet de l'acquisition de ZeniMax fait pas attendre, puisque Doom Eternal entre dans le Game Pass le 1er octobre. Donc, voilà, c'est un rouleau compresseur biturbo, ce truc, hein, moi je vous le dis. Bon, le Game Pass, c'est pas cher. Par contre, pour stocker ces mêmes magnifiques jeux sur votre Xbox, il vous faudra de la place sur votre maigrelet SSD de 512 Go ou de 1 Teraoctet selon votre degré de bourgeoisie. Mais ça part vite, quand même. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne, c'est qu'il existe des extensions mémoire Series S et X de 1 Teraoctet. Ouais, je sais. Et si on s'arrêtait là? Ouais, je sais. En plus, je l'ai déjà dit, je le sais, mais bon, sinon, j'aurais pas eu de côté bonne nouvelle, ça aurait été un petit peu lourd. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on connaît le prix et que ça coûte celui d'une console. Enfin, presque, hein, 270 €. Voilà, la Series S, je le rappelle, coûte 300. Bon, le pire, c'est que c'est même pas si cher que ça, en fait, hein, si on la compare avec le prix de SSD équivalent sur PC. Mais les prix vont baisser énormément dans les années à venir. Enfin, sur PC, ça va baisser. La solution propriétaire de Microsoft, c'est pas du tout clair, en fait. Non, c'est pas sûr. La PlayStation 5 optera pour un système plus ouvert. Peut-être qu'in fine, ça se traduira par des choses un petit peu moins chères, on l'espère.
Bon, PlayStation 5 d'ailleurs, qui au passage perd encore une supposée exclue next-gen avec Resident Evil Village, que Capcom voudrait aussi sortir sur PS4. Donc bon, c'est peut-être pas encore perdu, mais bon, voilà, c'est pas encore certain, mais ils y réfléchissent très sérieusement de mettre Resident Evil 8, donc aussi sur PS4. Et d'ailleurs, ça me fait penser que la série X est arrivée en test chez les journalistes, hein, donc chez The Verge par exemple. Et là, quand je lis ce test, donc j'ai lu ce test de la Xbox Series X, et je peux pas m'empêcher de trouver que ce lancement de console est vraiment extrêmement étrange. Il me semble que c'est la première fois que je lis le test d'une console next-gen qui n'a aucun jeu. Aucun jeu à elle. Et qui montre, enfin tu vois, aucun jeu à elle qui montre minimum ce qu'elle a dans le ventre, quoi, tu vois. Mais qui montre quand même des différences. Il y a cette phrase qui est reprise partout, la comparaison que je trouve qui a ses limites, mais qui est intéressante. C'est comme comparer une connexion internet qui passe de 56K à la fibre. Enfin, moi, ça me paraît dingue en termes d'expérience de jeu, tu vois, même si t'as pas tes propres jeux, non? Écoute, les journalistes sont contents parce qu'ils peuvent jouer des Destiny 2 en fluide avec 30 secondes de temps de chargement au lieu de 1 minute 30. Youpi. Bon, évidemment, la console est plus réactive, je peux lancer plusieurs jeux en même temps, mais bon, ils peuvent tester la console qu'avec des jeux Xbox One ou des jeux Xbox 360, autant dire que le hardware est bel et bien sous-utilisé, quoi, tu vois. Ouais, et le pire, c'est que ça va rester comme ça pendant des mois, peut-être même un an. Alors, pourquoi est-ce que diable je débourserais 500 balles ? D'ailleurs, le jour du lancement, les précommandes des précommandes des séries machin, là, les ventes de Xbox One X ont explosé sur Amazon. Alors, le plus probable, c'est que ça soit le résultat d'une méprise. Les commerciaux de chez Microsoft ont fait preuve d'une fulgurance incroyable de créativité, hein, en nommant la nouvelle console presque pareille que l'ancienne. On se fait tout savoir. Hein, donc la confusion règne partout, tout le monde est dans bien des esprits, et bon voilà, c'est évidemment, il y a des gens qui ont commandé Series X. Alors, il est aussi possible que des bots mal programmés se soient fait avoir, et là ce serait hilarant que des spéculateurs se retrouvent avec des stocks de J'ose pas y croire. Mais j'ose pas y croire. Mais bon, honnêtement, effectivement, hein, t'achètes une Xbox One X aujourd'hui, tu joues au même jeu que sur une Series X, avec un petit peu moins de confort. Est-ce que ça vaut 500 balles ? Enfin, moi je vois pas comment est-ce que tu peux marketer ça, quoi. Mais bon. C'est personnel peut-être. L'opportunité peut être peut-être dans l'abonnement, dans l'achat de la console à crédit avec le Game Pass, peut-être. Bon, oui, je sais pas. Possiblement. C'est vrai que c'est ça, séduisant, c'est plus, mais bon, tu vois, c'est quand même vraiment étrange, je trouve. Bon. Parfait, on a fait le tour des jeux vidéo, Guillaume. On va quand même rajouter quelques éléments parmi les en vrac. Et parce qu'on parle de Xbox, on peut parler un petit peu de Microsoft quand même. Oui, rapidement, quelques petites news Microsoft. Mais Microsoft, il continue à faire des recherches sur le stockage holographique. Donc, en fait, le stockage holographique, c'est tu stockes dans une espèce de cristal comme ça, donc une espèce de cube. Comme c'est en 3D, tu peux potentiellement stocker beaucoup de choses, mais il faut être extrêmement précis dans tes mesures. Et en général, c'est assez chiant parce qu'il faut des optiques extrêmement précises, des mécaniques extrêmement précises. C'est pas terrible en pratique, mais ce qui est fou, c'est que avec les progrès des lentilles qu'on voit de toute façon dans les téléphones mobiles, etc., les lentilles sont de plus en plus petites, de plus en plus performantes, et les progrès aussi dans les traitements algorithmiques et le machine learning pour filtrer les images, mais en fait, il y a toute une partie de la précision qui était requise avant, la précision optique qui était requise avant, qui est déportée dans le digital, dans le monde, dans le traitement, en fait, dans le post-traitement. Et du coup, ça permet de fabriquer des stockages holographiques qui sont beaucoup plus gérables, en fait, qui sont beaucoup plus proches de vrais produits. Et c'est donc voilà, c'est toujours de la recherche, mais le stockage holographique, enfin en tout cas chez Microsoft, c'est de plus en plus proche de devenir une réalité, et ça pourrait devenir même des remplacements à des stockages qu'ils appellent tièdes, c'est-à-dire c'est pas du stockage froid, mais c'est du stockage où tu peux y accéder assez souvent, mais c'est pas non plus des trucs de haute performance. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a stockage froid où la performance est très très faible, mais il y a beaucoup de volume. Et ça, c'est du stockage plus tiède où tu peux y accéder plus fréquemment, de manière plus rapide, mais tu peux pas non plus jouer dessus. Tu vois, c'est pas non plus évidemment un SSD ou un disque dur. Donc il y a ce genre de trucs là. Sinon, bon, deux autres petites news Microsoft. D'une part, si vous n'aimez pas Office 365, sachez qu'un Office offline va continuer, enfin Office, donc il reste Office 2019, hein, c'est le dernier Office, mais sachez qu'Office offline, donc l'Office que vous achetez en une fois, va survivre puisqu'il y aura un Office 2021
qui va donc arriver en 2021, qui sera comme avant, comme les bons vieux Office. Hein, et c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Il me semblait avoir compris que c'était même une licence perpétuelle. Donc en gros, tu l'achèteras et tu auras les mises à jour pour toujours. En gros, tu pourras l'acheter en une fois plutôt que de payer l'abonnement, sauf à ce que j'ai mal compris. Moi, je pense que c'est plutôt Office 2021. Tu as les mises à jour de Office 2021. Si un jour il y a Office 2025, tu les auras pas. Hein. Ok, moi je reprends l'article qui dit New Perpetual Release for both Windows and Mac. Oui, mais c'est parce que c'est perpétuel pour cette version. D'accord, okay. Pour cette famille de... Bref. Ils m'ont eu. Je pense honnêtement. Et bon, dernier truc, oui, tu l'avais aussi vu, évidemment, on avait parlé de GPT-3 en longueur. Donc c'est OpenAI a des liens avec Microsoft. Finalement, Microsoft obtient la licence exclusive de GPT-3. On ne sait pas trop ce que ça veut dire en fait, puisque GPT-3, en réalité, c'est un algorithme qui est assez bien connu. On peut toujours utiliser l'API, c'est-à-dire les tiers peuvent toujours utiliser les API, donc ça change pas grand-chose. Donc Microsoft aurait l'accès exclusif au code vraiment de GPT-3. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais Elon, ça suffit quand même pour qu'Elon s'en plaigne et pour que globalement ceux qui trouvent que OpenAI devrait rester open et donc pas être exclusif à qui que ce soit et pas certainement pas à Microsoft. Bon, dans les faits, si vous utilisez l'API OpenAI, enfin le GPT-3, vous pouvez toujours le faire, donc on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, quoi. Il est pas content, à mon avis, que OpenAI, alors qu'il est un des fondateurs, ne suive pas des trucs sans qu'il les ait validés. Oui, je pense qu'il est pas content que son bébé vole de ses propres ailes. Oui, surtout qu'il vole chez Microsoft. Que son bébé vole de ses propres ailes et aille faire son nid chez Microsoft. Ça, je crois qu'il ça fait trop. Ouais. Ça fait colère. C'est comme s'il allait se marier avec... Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Écoute, Guillaume, merci beaucoup pour toute cette revue d'actualité de cette semaine. Je pense qu'on a été bien complet sur ce qu'il ne fallait pas rater pour être au courant de ce qui se passe dans le monde de la tech. J'espère que ce sera l'opportunité pour vous de venir le souligner dans un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, ou de venir soutenir notre travail comme l'ont fait plus de 200 soutiens qui contribuent financièrement au podcast. Toutes les infos, patreon.com/TechCafé, le lien est dans les notes de l'émission. Et c'est l'occasion, Guillaume, aussi de souligner où est-ce qu'on peut nous retrouver à titre individuel. Guillaume, si jamais on voudrait te joindre pour essayer de te corriger, peut-être on pense que tu as dit des bêtises, ou au contraire encenser les analogies que tu peux faire. J'ai noté tout à l'heure, hein, on sait la levure, j'ai pas tilté tout de suite, mais j'ai tilté quand même. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Probablement un peu sur Telegram, aussi sur le site de TechCafé, dans les commentaires, et vous me retrouvez aussi dans diverses autres émissions. Dont une qui arrivera bientôt, j'espère. Bien entendu, on bosse dessus. Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur toutes mes présences sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité et je vous dis à très bientôt, dès la semaine prochaine, ou peut-être même avant, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.